Bonjour, bonjour à tous. Donc, on va parler aujourd'hui de l'hypercroissance avec AWS, les bonnes pratiques pour scaler avec les bonnes fondations. Je suis Thomas Sozo, Solution Architect chez AWS, accompagné aujourd'hui d'Olivier Covin, CTO chez Scalo. Bonjour à tous. Donc, l'agenda de cette session, on va commencer par présenter qui est Scalo, qu'est-ce qu'ils font. On va ensuite parler des 5 clés de l'hypercroissance sur AWS, 5 clés que Scalo du coup a mis en place et a pratiqué pour nous expliquer du coup, pour pouvoir du coup gérer cette hypercroissance. Et ensuite les prochaines étapes pour Scalo à ce niveau-là. On va commencer par quelques petits mots sur Scalo. Scalo, c'est quoi? Scalo, c'est une solution de pilotage RH destinée à tous les établissements dont les plannings sont complexes. Aujourd'hui, on adresse principalement trois secteurs, l'hospitality, le retail et la santé. Et on adresse toutes les spécificités de ces métiers, les contrats de travail, les règles légales. On adresse aussi toutes les choses qui ont lié aux employés, c'est-à-dire les contrats de travail. Voilà. Euh, la boîte, elle a 6 ans. Cet été, on a fait une levée de fonds de 40 millions, principalement pour se développer partout en Europe. Aujourd'hui, on est disponible sur la France, l'Espagne et l'Allemagne. Et en termes humains, chez Scalo, on est 150 et on est 40 à la tech. Quand on a commencé Scalo, quand on a lancé Scalo, l'équipe technique elle était assez restreinte. On était une toute petite équipe de dev et du coup on a choisi une solution PaaS, plateforme as a service, pour héberger l'application et on s'est principalement focusé sur créer des fonctionnalités pour Scalo et du coup de livrer de la valeur pour nos clients et c'était complètement pertinent. Fin 2020, début 2021, on s'est rendu compte que la solution PaaS a commencé à nous coûter un peu cher, même beaucoup cher, parce qu'on scalait beaucoup. Du coup, on s'est dit, on va passer sur AWS. On a été accompagné par les équipes d'AWS, et ça, c'était assez précieux, parce que du coup, travailler avec des gens qui ont déjà fait ce genre de migration, ça permet d'aller plus vite. Du coup, on a fait une migration lift and shift. On a déplacé la plateforme d'un endroit à un autre, mais on l'a quand même bien fait. On a utilisé AWS Organisation pour créer tous nos comptes, tous nos environnements, tous nos comptes utilisateurs et vraiment structurer cette partie-là. Et aussi, on a utilisé Terraform et Ansible pour construire la plateforme faire en sorte qu'elle soit réplicable et qu'elle soit codée. Moi, ce que je voulais, c'était que du coup, quand on migre vers AWS, ça se passe très bien. Du coup, comme John Hammond l'a pu le faire quand il a construit Jurassic Park, on a dépensé sans compter, c'est-à-dire qu'on a surtaillé, surdimensionné toutes les ressources de notre plateforme pour que quand on migre la plateforme sur AWS, elle soit bien à l'aise dans la plateforme. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu zéro problème sur le déplacement de la plateforme. Donc, suite à ça, les 5 piliers qu'on va parler aujourd'hui sont l'élasticité, la data, le serverless, l'event-driven et l'humain. Donc chacun de ces piliers en face, Scalo a une histoire à raconter, quelque chose qui s'est passé, ou en tout cas un exemple à nous présenter. Donc, je vous commencer par le premier, je vous propose de commencer par le premier, à savoir l'élasticité. Donc globalement, le principe d'élasticité, c'est un principe très important sur AWS, c'est de se dire que finalement, on va avoir la bonne ressource pour le bon usage et du coup déployer et utiliser seulement les ressources nécessaires. Le principe d'élasticité, ça va permettre d'accepter des pics de charge, c'est-à-dire d'augmenter typiquement le nombre d'instances, pour ne parler que de ça, selon le besoin, puis ensuite de le réduire une fois que le besoin est passé. On peut mettre ça, du coup, finalement, comparé à un data center. Si on regarde par rapport à l'usage du data center, le data center, vous allez être obligé de surprovisionner pour pouvoir, du coup, accepter ce pic de charge. Là où avec AWS, vous avez la possibilité, le cloud plus globalement, finalement, vous avez la possibilité de vraiment venir sizer au juste besoin, du coup payer que pour les ressources utilisées et surtout en plus accepter du coup ces fameux pics de charge quand le besoin se présente. Du coup, qu'est-ce qu'on fait chez Scalo? Scalo, on a une gestion différente des environnements. On fait des choses différentes. Alors, pour les environnements hors prod, c'est-à-dire la dev, la staging, les apps de review, on éteint les machines le soir et le week-end. On n'est pas là, donc ça sert à rien de les faire tourner et de les payer. Et pour les environnements de prod, on l'a fait petit à petit. C'est-à-dire qu'au début, on a défini des plages horaires sur lesquelles on scalait les machines. C'est-à-dire que voilà, la nuit, on éteignait certaines machines et la journée, on mettait beaucoup plus de machines. Et inversement, par exemple, sur les groupes de machines de job, la nuit, elles travaillaient plus, donc on mettait plus de machines. Et inversement, pour la journée, on éteignait ces machines. Donc là, c'est pas mal. Ça nous permet de réduire un peu la facture. Par contre, quand on se prend des pics de charge, ça marche plus. Du coup, on s'est dit, on va mettre de l'élasticité automatique. Donc on a utilisé les métriques natives de CloudWatch, donc c'est-à-dire tout ce qui est
la RAM, le CPU. Du coup, ça marchait. Pour certains groupes de machines, c'était parfait. Et pour d'autres groupes de machines, on aurait aimé autre chose. Par exemple, on aurait aimé que les groupes de machines scale quand il y avait trop de messages dans une file SQS, par exemple. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des custom métriques. On a créé des custom métriques, par exemple le nombre de messages dans une file. On les a injectés dans CloudWatch et ensuite on a scalé en fonction de ça. Et donc en fait, on avait des groupes de machines qui scalaient vraiment en fonction de ces custom métriques. Et le fait d'avoir mélangé un peu custom métriques et des choses qui étaient données par AWS en natif, ça nous permet vraiment de coller aux besoins de la plateforme. Et du coup, on a réussi à gagner 36% de la facture globale de la plateforme. 36%, ça commence à être intéressant. Donc, le second sujet sera le data. Donc, au niveau de la data, pour le coup, Scalo a eu à un moment une problématique et s'est posé la question de savoir comment gérer ça. Le choix final s'est porté d'utiliser DynamoDB. Olivier vous expliquera tout à l'heure un petit peu plus pourquoi. Le principe vraiment de DynamoDB, là où l'usage peut en être fait, en tout cas, c'est qu'on est sur une base de données qui est managée, hautement scalable, et qui permet en fait du coup de stocker des documents ou de la clé value. Et le point important au niveau de DynamoDB, c'est qu'on est sur une base qui a la possibilité, en fait, de par le fait qu'elle soit serverless, d'accepter un grand nombre de requêtes, donc un volume important de requêtes, tout en gardant en fait la même latence. C'est-à-dire que la réponse faite en fait par DynamoDB, quelle que soit finalement la quantité de requêtes exécutées sur cette base, sera toujours à peu près similaire. On va avoir des variances de l'ordre de la milliseconde. Donc du coup, toujours dans cette notion d'élasticité, de scalabilité, le fait de porter ses choix sur ce type de base de données peut avoir une pertinence selon l'usage. Scalo, typiquement, avait une problématique là-dessus qu'ils ont pu résoudre grâce à DynamoDB. Du coup, le endpoint qui est le plus utilisé chez nous, c'est le endpoint qui est derrière la Badgeuse. Alors, la Badgeuse, c'est quoi? C'est une appli que l'on met chez nos clients et sur laquelle les employés peuvent badger. C'est-à-dire quand ils arrivent, quand ils partent en pause et quand ils repartent chez eux, ils badgent. Et du coup, sur des plages horaires très limitées, on reçoit une énorme quantité de badges. Et du coup, côté infrastructure, on fait beaucoup d'écriture et de lecture sur ces mêmes plages de données. Du coup, au début, on avait mis une base RDS derrière le web service qui permet d'avoir la badgeuse. Et on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on mette des grosses classes d'instances sur ce endpoint-là. Parce que vu qu'il y avait des pics de charge, eh ben, du coup, ces pics de charge impactaient le burst de la base. C'est-à-dire qu'en fait, on était pénalisé parce qu'on faisait trop d'écriture, parce qu'on avait mis des bases qui étaient un tout petit peu trop petites. Du coup, il fallait en mettre des énormes. Mais ces énormes bases, ben, 90% du temps, elle faisait rien du tout. Du coup, on s'est dit, c'est pas la bonne technique. On va passer sur Dynamo, parce que Dynamo, c'est vraiment fait pour écrire et lire beaucoup tout le temps. Et du coup, on a passé très facilement notre endpoint sous Dynamo. On a migré du coup les badges qu'on avait sur RDS, on les a migrés sur Dynamo. Et de manière très simple, en mettant un DMS, on a réussi à migrer 20 millions de lignes en 30 minutes. 20 millions de lignes en 30 minutes, ça fait pas mal d'écriture. Après, on aurait pu optimiser pour aller plus vite. Mais pour nous, c'était complètement acceptable de se dire, allez, on fait 30 minutes de down sur cette patch-là. De toute façon, on savait très bien qu'en fait, la badgeuse était capable de nous renvoyer les badges si elle n'arrivait pas à contacter l'API. Donc on s'est dit, c'est complètement acceptable. Et de manière très facile et rapide, on a pu transférer les données de RDS vers Dynamo. Donc le point suivant, et non des moindres, est en serverless. Pour le coup, le serverless sur AWS, ça permet toujours dans cette notion et ce principe de scalabilité et d'élasticité et du coup d'hypercroissance de répondre à certains types de problématiques. On va être sur quelque chose qui va être en fait très agile, qui va permettre de pouvoir gérer un grand nombre de requêtes à un moment et à la fin finalement ne plus gérer les requêtes si les requêtes ne se présentent plus. Tout le point du serverless, et je ne parle pas seulement de Lambda, on y reviendra après, est vraiment de pouvoir proposer le maximum, encore une fois, d'élasticité, et donc tout ça à un coût le plus juste possible, puisqu'en fait, vous n'allez payer que ce que vous consommez réellement, et ça peut présenter un grand intérêt dans certains cas, typiquement les cas où vous allez avoir des pics de consommation, et que vous voulez ne pas avoir à gérer la scalabilité directement comme on peut le faire de manière conventionnelle, mais plutôt utiliser du coup des services directement destinés à ce type d'usage. Ce que j'entends par service, on peut avoir Lambda qui est connu, ça, il n'y a pas de surprise là-dessus, pardon, mais on a toute une panachée de services en fait qui font du serverless. Fargate en fait partie. Avant, on avait parlé de DynamoDB qui fait du coup partie de cet ensemble de services serverless. S3 aussi en fait partie, que vous devez connaître, et plein de services d'intégration que vous avez aussi présentés précédemment, comme API Gateway, EventBridge ou SQS. Tous ces services-là peuvent permettre de créer en fait une application complète directement serverless qui vous permet en fait de vraiment payer à l'usage le plus juste possible seulement ce que vous consommez. Donc de ces services-là, vous pouvez du coup... Les sessions commencent dans 5 minutes. Veuillez prendre place dans la salle de votre choix. Merci.
Donc du coup, avec ces services-là, vous avez la possibilité du coup de créer des applications et de répondre à des problématiques de haute scalabilité typiquement. Ce qu'on voit là, c'est l'élément principal de Scalo, donc c'est le planning. Ce que vous voyez là, les petits trucs là, c'est des shifts en fait, donc c'est des petites plages horaires sur lesquelles les gens travaillent, on poste sur cette partie-là, Et ce qu'on voit là, c'est vraiment tous les KPI, c'est ce qui permet à nos clients de piloter leur activité. Quand on déplace, on crée, on modifie, on supprime un shift, tous ces éléments-là, ils sont recalculés à la volée. Du coup, le endpoint qu'il y a derrière là, c'est le endpoint qui est le plus consommateur en temps CPU de la plateforme. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est OK, en fait, cette partie-là, elle est vraiment très accédée. Qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait du coup le remplacer par autre chose. Et beaucoup de calculs en simultané, les lambdas, c'est vraiment fait pour ça. Donc c'est ce qu'on a fait. On a fait une architecture qui est, du coup, qui est très simple. Il y a nos apps Vue.js qui, du coup, appellent 3 lambdas via API Gateway. Et ensuite, la donnée, elle est récupérée dans la base RDS. Du coup, c'est une architecture qui est très simple, mais par contre, qui est pas chère du tout. Du coup, on fait 17 millions d'invocations par mois et ça nous coûte 23 dollars. 23 dollars là où avant, on avait plusieurs EC2 qui calculaient H24 des chiffres et du coup, ça nous coûtait vraiment beaucoup plus cher. Et c'est une appli qui est simple et qui est quasiment, allez, on va dire, indestructible. Quand vous voyez le 0,01% de log d'erreur, c'est vraiment, une fois qu'on a construit une lambda, elle reste, elle est codée et on n'a pas à y retoucher. Quand on a commencé à construire des lambdas, on s'est dit ça risque d'être du coup notre futur pour les microservices. Et du coup, on a voulu mettre un cadre sur ces lambdas. Du coup, on a utilisé le framework serverless et aussi CloudFormation pour bien définir comment on configure une machine, pas une machine, une lambda, comment on la construit et comment on la code. Et du coup, ce qui est bien aussi, c'est que c'est tout codé en TypeScript. Du coup, ça amène les devs vers le DevOps. Parce qu'on pourrait leur dire, ah ok, il faut aussi apprendre Terraform. Et ils vont pas vouloir apprendre un nouveau langage parce qu'ils connaissent déjà TypeScript. Là, tout est codé en TypeScript. Donc en fait, ils vont construire leur lambda, coder leur lambda, et ensuite, limite, amener jusqu'à la prod. Du coup, maintenant, on passe à l'Event Driven. Donc, le principe de l'Event Driven, encore une fois, toujours dans cette logique d'hypercroissance et d'hyperscalabilité, permet en fait de vraiment réagir aux événements qui peuvent survenir sur une plateforme. Olivier en a déjà parlé tout à l'heure avec du coup l'autoscaling qui réagissait au nombre de messages sur une KSQS. Il faut savoir qu'en fait sur AWS, il y a plein de possibilités pour travailler avec ces fameux événements. La possibilité la plus connue, je pense, reste pour le coup une lambda invoquée de par un message qui potentiellement arriverait sur une QSQS. Mais il faut savoir qu'il y a plein d'autres possibilités aussi. On a des services tels que Kinesis qui, pour le coup, permettent de faire des streams de données et de réagir du coup sur ces données. On parle en plus de grosses capacités en termes de transit. On peut aller quand même assez loin sur Kinesis. Donc les possibilités sont assez intéressantes. D'autres services aussi qui peuvent être intéressants à ce niveau-là, ça peut être Step Function. Typiquement, Step Function permet d'orchestrer des lambdas, d'envoyer des messages, de faire plusieurs choses, de vraiment venir créer en fait, disons un graphique, une orchestration pour pouvoir du coup exécuter des tâches selon les événements. On a aussi du coup forcément les fameuses queues de messaging, j'en ai parlé tout à l'heure, il y avait SQS, SNS et Kinesis aussi, qui permettent du coup de mettre en place tout ce process de messages, de faire transiter les messages et ensuite du coup réagir certains services selon les événements. Si on reprend le microservice que je vous ai présenté il y a quelques secondes, qui est ici, ce microservice, il affiche de la data, mais de la data qui ne lui appartient pas. C'est-à-dire qu'on a respecté, on a créé un microservice, on a respecté la règle, un microservice, une base de données. Et du coup, la data qui est ici, elle provient d'autres sources de données. Alors du coup, comment on a fait ça? On a utilisé RDS, Kinesis et des lambdas. Donc sur nos bases de données principales, on a plugué un DMS. En fait, on a dit que ce DMS-là, c'est un réplica de la base. Du coup, il écoute tout ce qui se passe sur la base de données. Et il déverse en fait le flux de data dans plusieurs topics Kinesis. De l'autre côté, on a des lambdas qui écoutent les bus Kinesis et qui récupèrent la data dont elle a besoin. Ils ne vont pas prendre toute la data, ils vont prendre vraiment la data qui a besoin, dont KPI a besoin. Alors ça, c'est un système qui marche bien, qui marche peut-être même trop bien. Quand on a mis en place la chose, c'était très facile de le mettre en place. Et parfois, on a eu des soucis de lag, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que parfois, la data, pour aller de là-bas jusqu'à ici, elle mettait 10 secondes. Alors on s'est un peu arraché la tête en se demandant mais pourquoi ça se passe comme ça. En fait, on avait mal configuré nos bus Kinesis, on les avait un peu taillés un peu trop de manière étroite. Et du coup, DMS
balançait beaucoup de data dans le tuyau, et du coup il y avait un peu d'engorgement. Du coup on a agrandi vraiment les tuyaux, et là où on a eu un autre side effect, c'est que la base qui était ici, c'était une petite classe d'instance, elle avait du mal à absorber toute la data, parce que les lambda, plus on leur en donne et plus elles en traitent. Donc on a eu dû mettre en place vraiment un réglage fin pour arriver à aujourd'hui avoir du temps réel entre les deux côtés. Donc, le dernier sujet, et non des moindres, c'est l'humain, puisque du coup, on vous a présenté plein de choses techniques, mais il faut bien savoir qu'au milieu de tout ça, il y a forcément des développeurs qui les mettent en place, qui les déploient et qui les codent. Comme Werner Vogels dirait, bah, du coup, you build it, you run it. Et du coup, Scalo, pour en parler longuement, mais Scalo a une approche assez intéressante là-dessus, qu'Olivier va donc vous présenter. Aujourd'hui, Scalo, à la tech, on est 35 à la fin de l'année. Chaque année, on fait x2, donc on va être 70 à la fin de l'année. Et quand on scale du coup, des équipes techniques, il faut scaler aussi les façons dont on travaille. Et c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on a créé un environnement, un système d'app de review à la volée. C'est-à-dire que quand un dev commit une feature sur une branche, il y a un EC2 qui est lancé, il y a un Docker Compose qui configure l'environnement, et ensuite, il y a un URL qui est rendu au développeur. Et donc, cette URL-là, il peut la communiquer à son PO, à son QA, et du coup, il peut tester sa feature dans un environnement qui ressemble à la prod. Alors aujourd'hui, on a limité les nombres d'environnements à 50, parce que sinon, on peut se dire, allez, c'est bon, on a 35 développeurs, ils vont ouvrir 350 environnements, ça va nous coûter une fortune. Donc on a dit, allez, entre 1 et 3 environnements par développeur, ça suffit, donc on en a mis 50. Du coup, c'est ultra appréciable parce que ça fluidifie vraiment les sprints, et ça leur permet vraiment de tester dans des bonnes conditions. Aujourd'hui, ce système-là, ça coûte 20% de notre facturation globale. Alors 20%, ça peut paraître beaucoup, mais ça rend tellement la vie facile aux équipes que ça vaut le coup de les dépenser. En comparaison, sur notre ancien système, donc en système Pass, on avait le même système, et ça nous coûtait 50% de la facture. Donc grâce à AWS, on a quand même réussi à réduire de 2,5 fois ce système de review à la volée. Et du coup, notre futur, c'est quoi? En fait, on a envie de se dire, OK, en fait, les EC2, c'est bien, mais si on peut les remplacer par des EKS, c'est encore mieux, parce que du coup, là, ça sera encore plus pas cher, parce qu'en fait, on lancerait des pods à la volée quand on utilise l'app de review, et une fois que l'app de review est plus utilisée, on détruit le pod, ou en tout cas, on l'éteint, et du coup, comme ça, on a envie de réduire la facture, les 20%, de les réduire à quasiment pas grand-chose. Et puis, ça, c'est une étape de plus pour notre futur, parce que si on arrive à déployer nos applicatifs sur des EKS, sur les apps de review, on arrivera forcément à les déployer sur d'autres environnements, notamment la production.